Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marthe Rubio, responsable de la région francophone du réseau international de journalisme d'investigation, JIGN. Et je suis très contente donc, de commencer ce troisième webinaire dans le cadre de notre série de webinaires gratuits Comment enquêter sur la pandémie. On va aborder aujourd'hui la question de la couverture et de l'enquête de la recherche scientifique, donc sujet très important et qui, je pense, va être très utile pour nombre d'entre nous. Avant de présenter nos deux intervenants, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir libéré du temps pour préparer cette session et pour participer aujourd'hui, je voudrais juste vous inciter à participer et à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans la petite fenêtre. Il y a une petite fenêtre avec marqué converser, un chat en fait. Vous pouvez poser vos questions et mon confrère Marc Bouchage les posera aux intervenants dans la seconde partie du webinaire. Et également, vous précisez que la session est enregistrée et que nous la diffuserons ensuite sur YouTube. Donc, je l'enverrai à toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire à l'issue dans les jours à venir. Voilà, donc avec nous aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir donc Yvan Pendelet. Yvan Pendelet, vous êtes journaliste scientifique et vous travaillez pour le média en ligne suisse ID News, qui est justement spécialisé dans la couverture journalistique des sujets sciences et santé et qui a été lancé il y a tout juste un an apparemment. Et Catherine Riva, vous êtes, vous, vraiment journaliste plus d'investigation et vous êtes spécialisée dans les sujets de santé publique et notamment la mise sur le marché des médicaments. Et vous êtes la cofondatrice de l'organisation à but non lucratif Recheck, ou Recheck, je ne sais pas comment on dit, qui est justement spécialisée dans la formation des journalistes à l'enquête sur la santé. Donc, on va commencer tout de suite avec vous, Yvan. Voilà, je propose de commencer. Vous pouvez vous présenter et voilà. Merci Marthe, je prends la main. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer auprès de confrères et de consoeurs. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une introduction à la perspective du journalisme scientifique en ces temps de contraintes particulières qui plus est. Ça sera nécessairement d'assez haut niveau, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas parce que voilà, 20 minutes pour présenter le journalisme scientifique, c'est un peu court. Donc, je vais commencer à partager mon écran, comme ça vous verrez les slides. Alors, voilà, je pense que ça devrait être bon. On me fait oui. OK. Ouais. Alors, pour vous dire d'où je pars, donc moi j'ai un master de journalisme scientifique de Paris. Je bosse à ID News, comme Marthe a dit, à Genève, qui est un média spécialisé en sciences et santé, que je vous conseille d'aller regarder, parce que c'est pas mal. Alors, le journalisme scientifique, c'est quoi? Alors, à mon sens, c'est deux choses, en fait. Donc, c'est un journalisme de spécialité qui suppose une certaine familiarité avec la science, la manière dont elle est produite, les limites qu'elle peut avoir. Et c'est aussi une certaine approche, je pense, du journalisme qui consiste, peut-être par contraste avec d'autres courants de journalisme, à, quand on traite un sujet, essayer de tracer le périmètre des savoirs constitués avant, c'est-à-dire d'essayer de savoir quel est le consensus scientifique quand il existe sur le sujet qu'on traite. Voilà. Je dis quand il existe parce que bien évidemment, il y a des situations où il n'y a pas de consensus scientifique et c'est d'autant plus vrai dans les situations qu'on connaît actuellement de crise sanitaire ou autre. Alors, juste pour les gens qui n'ont pas de background scientifique, parfois, on s'imagine que la science, c'est un magnifique tableau très bien ordonné, façon Mondrian, que vous pouvez voir, où toutes les disciplines se coordonnent entre elles et tout est cohérent et tout donne un tableau du monde parfaitement fiable. Ce n'est pas du tout le cas, hein, en fait. Le paysage scientifique, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Donc, un Kandinsky, où on voit que, en fait, selon les disciplines, les domaines auxquels on s'intéresse, que ce soit la médecine, la biologie, la physique, etc., on va avoir des visions du monde qui sont totalement différentes, qui ne communiquent pas toujours entre elles et qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, qu'on a parfois du mal à faire coexister. Voilà, donc ça, c'est important quand même d'avoir ça en tête parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on gère nos sujets. Typiquement, quand on cherche à s'adresser à quelqu'un pour avoir un avis sur une problématique
scientifiques. Donc là, on va prendre l'exemple du coronavirus, bien évidemment. Selon le type de sous-domaine auquel on s'intéresse, on ne va pas du tout s'adresser au même type de personnes. Parce que entre un épidémiologiste qui fait des modélisations mathématiques sur les vagues épidémiques et qui ne voit a priori jamais de patient de sa vie, enfin, en tout cas plus au moment où il exerce en tant qu'épidémiologiste théorique, entre un médecin généraliste qui, lui, fait face aux patients en première ligne et qui doit faire face à un certain nombre de demandes, entre un biologiste qui est virologue, qui va être spécialiste de la manière dont les virus fonctionnent, dont ils vont s'attaquer aux cellules, etc., il n'y a absolument rien à voir. Et c'est très bien d'arriver à cibler, donc il faut un peu de familiarité avec ça, mais c'est important d'arriver à cibler à qui on pose les questions, parce que sinon, on s'expose à un revers qui est assez fréquent, qui est qu'on va voir quelqu'un qui va généralement nous donner un avis sur une problématique qui n'est pas la sienne, et qui va simplement répéter ce qu'il a entendu ailleurs. Alors, c'est rarement faux, mais c'est rarement intéressant aussi. Alors, la clé de voûte du processus scientifique, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est l'édition scientifique. C'est le processus qui conduit à produire des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques. On peut s'imaginer un journaliste comme une espèce de machine, on met du café à l'entrée, on obtient un article à la sortie. Un chercheur, c'est un peu pareil. C'est vraiment la clé de voûte, l'article scientifique, qui va permettre en fait à un chercheur de donner publicité de ses travaux à la communauté et qui va permettre en retour à la communauté de juger de ces travaux-là et donc de l'importance du chercheur en question. La finalité étant de fabriquer un consensus sur les connaissances, évidemment. Dans le cadre de ce processus, il y a un point qui est très, très important, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. C'est-à-dire, quand une équipe de recherche veut soumettre un article, elle va s'adresser à une revue scientifique. Cette revue scientifique va donner un préavis, va soit refuser d'un bloc, soit accepter potentiellement, et ensuite va faire procéder à ce qu'on appelle une revue par les pairs, une peer review, c'est-à-dire qu'elle va demander à des experts qualifiés du champ de se prononcer sur l'article, de faire des remarques, de faire des retours, de demander des précisions, etc. etc. Ça, c'est un processus qui est absolument essentiel et c'est seulement à l'issue de ce processus, qui peut prendre plusieurs mois, typiquement ça peut prendre 3-4 mois, qu'on va avoir un article scientifique qui est publié dans une revue scientifique et qui compte aux yeux de la communauté. Alors, pourquoi c'est important? Parce que en ce moment, ce n'est pas toujours tout à fait ce qui se passe. Avec le coronavirus, alors on a vu deux temps avec le coronavirus. Au tout début, on avait très très peu de données, donc la moindre donnée comptait. Maintenant, on a vraiment une explosion des études scientifiques qui se produisent. J'ai vérifié hier, on a près de 10 000 articles qui sont parus en 3-4 mois, essentiellement sur les 2 derniers mois. Et donc, on va avoir deux types d'articles scientifiques. On va avoir ceux qui ont été publiés dans les revues classiques, en fait, qui se sont adaptés pour avoir un processus éditorial plus rapide, qui se compte en semaines et non en mois, donc qui vont être publiés dans des Nature, dans des Lancet, des choses comme ça. Et on va avoir des articles qui seront pré-publiés sur des sites d'archives et qui vont être mis à disposition de la communauté alors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une revue par les pairs. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de légitimité que les autres articles, ce qui veut dire que potentiellement, alors en général, ce n'est pas le cas, ça reste des équipes scientifiques qui le font, mais potentiellement, on peut trouver d'énormes conneries dedans. Ça a été le cas, par exemple, pour cette histoire du serpent hôte intermédiaire du coronavirus ou du lien entre coronavirus et VIH, parce qu'on aurait trouvé des bouts de génome qui coïncidaient, etc. Tout ça sont des articles qui, en fait, après avoir reçu des critiques de la part de la communauté, ont été retirés parce que tout simplement, ils ne correspondaient pas à l'état des connaissances et qu'il y avait des erreurs dedans. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça fait une différence énorme quand on doit juger d'une étude. Alors, justement, juger une publication scientifique. C'est une vaste question hein, qui n'est pas tout à fait facile à résumer. En général, comment ça se passe? Souvent, pas toujours, mais souvent, ça commence par un communiqué de presse. On a des sites pour ça en tant que journaliste scientifique, le principal étant Eureka Alert, qui est un site américain géré par l'American Association for Advancement of Science. Ce qui veut dire qu'on va avoir un communiqué de presse qui souvent va gonfler un petit peu l'étude, mais qui également va permettre de la contextualiser. Et surtout, on va avoir un embargo, c'est-à-dire on va avoir 2, 3, 4 jours pour s'adresser à des experts et traiter proprement la publication scientifique en question.
Qui plus est, l'équipe qui a produit ces travaux, en général, est prévenue et prête à répondre bien volontiers aux sollicitations des journalistes. Donc, en temps normal, c'est ce qu'on fait. On s'adresse à l'équipe qui a produit les travaux, on s'adresse à des experts indépendants pour leur demander leur avis. On a aussi quelques petits outils qui sont assez pratiques pour avoir des avis complémentaires quand on n'arrive pas à avoir des experts ou quand on n'en a pas assez, qui s'appelle Science Media Center, donc qui en fait agglomère des avis d'experts sur des grosses publis qui ont été interrogés en fait soit par des institutions, soit par d'autres journalistes. On a aussi PubPeer qui rassemble, là c'est des avis d'autres chercheurs. On peut ajouter un petit plugin à son navigateur et avoir les avis d'autres chercheurs sur les publications, c'est toujours très intéressant. Donc ça c'est en temps normal. Au temps du corona, évidemment, c'est un peu la guerre parce que tout le monde est débordé, parce que les services de com en général servent plus à dérouter les demandes qu'à les traiter. Ça dépend évidemment des endroits, mais ils sont également débordés. Donc, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de cibler les clients fidèles, ceux qui répondent, ceux qu'on connaît, etc., etc. Éventuellement, les petites équipes de recherche qui ne sont jamais sollicitées et qui, là, peuvent l'être et qui ont généralement des choses à dire. Il y a aussi un outil qui est en train de se développer. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Outbreak Science, qui est un outil qui permet en fait à la communauté de faire du reviewing sur des prépublications. Donc, quand je dis la communauté, c'est la communauté scientifique. Donc, ça aussi, ça peut permettre d'avoir des avis complémentaires. L'idée étant toujours de s'appuyer sur des gens qui ont la connaissance scientifique pour juger d'une étude. Parce qu'en tant que journaliste, même scientifique, on n'est pas généralement qualifié pour juger complètement d'une étude. En revanche, c'est quand même utile d'avoir des points de repère. Je fais aussi une incise sur comment se procurer un article scientifique. C'est souvent pas très facile. Alors, Dieu merci, Dieu merci, elle a un nom, elle est kazakh, mais SciHub existe, donc c'est illégal, mais tout le monde l'utilise, faut pas se mentir, les chercheurs aussi. C'est toujours accessible. Si vous n'arrivez pas à y accéder, cherchez, parce que c'est toujours accessible, je vous promets, en passant par Tor, en changeant de DNS, etc. Et ça permet d'avoir la majorité des articles scientifiques. Il y a aussi d'autres points que j'ai listés, que je ne détaille pas. Au temps du coronavirus, tout va bien, tout est ouvert, tous les articles sont disponibles gratuitement, sans aucun problème. C'est génial, ça ne va pas durer, mais pour l'instant, ça résout le problème. Alors, là, on en vient au cœur du sujet, c'est quand il s'agit d'évaluer une publication, soi-même en tant que journaliste, soit pour décider de la traiter, soit parce qu'il faut commencer à l'exposer au lecteur pour essayer de savoir quoi leur raconter, en s'appuyant évidemment sur les avis d'experts. Qu'est-ce que je vais regarder? La première chose que je vais regarder, enfin je dis je, les autres journalistes scientifiques font à peu près la même chose, c'est la revue dans laquelle elle a été publiée. Est-ce qu'elle est de qualité? Alors évidemment, il y a des cas où c'est pas très compliqué de savoir, hein, quand c'est un Nature, un Science, quand c'est… alors les 4 grandes revues en sciences biomédicales, c'est 2 américaines, 2 britanniques, hein, c'est le JAMA, le New England, le Lancet et le British Medical Journal. Donc quand c'est des très très grandes revues comme ça, c'est pas très compliqué de savoir et ça permet de dire d'emblée que c'est un article important. Après, il s'agit de savoir, de comprendre pourquoi, d'une méthodologie de qualité a priori, enfin c'est même à peu près sûr, et qui probablement apporte quelque chose de neuf. Voilà. Mais dans le cas général, comme des revues scientifiques, il y en a des centaines, c'est pas toujours évident de savoir. Alors, il y a des outils pour ça, des outils bibliométriques qu'on appelle, alors il y en a plusieurs qui existent. Les principaux s'appellent soit le facteur d'impact, soit le SJR. Donc, l'idée étant toujours la même, c'est de mesurer le nombre de fois que tel article est repris dans d'autres articles scientifiques. Voilà. Et ça permet, surtout le SciMago Journal Rank, qui est accessible gratuitement, d'évaluer en fait si une revue est prestigieuse, lue par tout le monde, si elle fait autorité. Vous voyez là sur l'image que j'ai mise, donc là j'ai cherché à faire un ranking des revues en infectiologie. Alors c'est important, il faut toujours le faire par sous-domaine, hein. Si on demande un ranking des revues en médecine, ça n'a pas trop de sens. Et là, on voit donc les revues, il y en a comme ça des centaines, hein, qui sont ordonnées. On voit celles qui sont dans le premier quartile, c'est-à-dire les 25% les plus lues, en tout cas, et qu'on peut imaginer les plus importantes. Et ça permet déjà de se faire une bonne idée de la légitimité de l'article auquel on s'intéresse. Il y a un problème que je saute pour aller rapidement, mais on pourra en reparler dans les questions, c'est celui des revues prédatrices, c'est-à-dire des
fausse revue scientifique ou qui se donne tous les atours d'une revue scientifique, mais qui en réalité n'en apporte aucune des garanties. Souvent, assez souvent. Deuxième point qu'on va essayer de caractériser, c'est qui a produit la recherche. Alors, petit rappel, comme vous voyez sur l'image, je vous ai mis un Nature Medicine. Dans la liste des auteurs, en général, les dos argentés, hein, donc les chefs d'équipe, les auteurs qui comptent, ils sont à la fin. Alors, sauf exception, ça peut dépendre des équipes de recherche, mais ils sont à la fin. Donc, c'est ceux-là qu'il faut regarder. Si vous pouvez discuter avec quelqu'un, c'est mieux de cibler ceux-là, en général. Ils sont plus durs à avoir, mais c'est eux qui ont conçu les recherches, c'est souvent eux qui ont disons, le background nécessaire pour pouvoir à la fois vulgariser et sortir du sujet. Et ensuite, donc l'idée, pour essayer de se faire une idée pour essayer de savoir si une équipe est légitime, si elle est reconnue dans le champ, c'est pas très très facile. La meilleure façon, c'est évidemment de demander à des experts eux-mêmes. On peut aussi utiliser des outils bibliométriques, le principal étant le H-index, qui est un peu l'équivalent de l'impact factor, mais pour un chercheur, qui permet de savoir si un chercheur est très cité. Alors, juste pour info, j'ai vérifié pour Didier Raoult, il avait un H-index de 144. Daniel Weiss, qui est juste incommensurable. Voilà, mais ça ne résout pas le problème non plus. Ça veut dire que c'est juste un élément parmi beaucoup. Et ensuite, il y a quand même quelque chose qui marche assez bien, même s'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga, mais l'institution de rattachement, en règle générale, quand on a une équipe qui est, je ne sais pas, Harvard, Johns Hopkins, Oxford, ou voilà, souvent, c'est une équipe qui pèse un petit peu plus dans le game que Clermont-Ferrand, par exemple. Ensuite, le point important et le point qui est clairement le plus complexe à maîtriser. Donc ça, je vais juste survoler parce que ça demande un petit peu de s'y frotter en profondeur. C'est cette notion de niveau de preuve. Alors, le niveau de preuve, c'est une notion qui est indissociable de celle de médecine fondée sur les preuves. L'idée, ça va être de se fournir une méthodologie formelle pour évaluer à quel point un résultat scientifique est fiable. Et à quel point un résultat scientifique est fiable, ça va dépendre en fait du type d'études qui viennent à l'appui de ce résultat scientifique. Alors, comme vous pouvez voir ici sur le schéma, on va avoir différents niveaux de preuve qui dépendent aussi des méthodologies employées. En gros, on peut s'arrêter sur 3 niveaux: niveau élevé, niveau intermédiaire, niveau faible. Niveau élevé, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour déterminer un résultat scientifique, par exemple, que tel médicament est efficace dans telle maladie avec tel patient, on aura pour appuyer cette assertion un essai clinique randomisé, j'y viens après sur ce que ça veut dire, voire deux, qui convergent, qui sont de bonne qualité et qui sont en fait la meilleure façon de pouvoir dire que quelque chose fonctionne dans le monde réel. Et au fur et à mesure qu'on va descendre dans la qualité méthodologique, alors des quantités d'études, il y en a tout un tas, on va avoir des résultats scientifiques qui sont intermédiaires. Ils ne sont pas faux, ils ne sont pas scandaleux, ils sont pas, mais ils ne sont pas terminés. Il reste une incertitude. Donc, en termes de traitement journalistique, ça veut dire que peut-être qu'il semblerait, mais il reste des études à publier. On le formule comme on veut, mais en fait, c'est cette idée hein, qu'il y a un continuum en fait, entre ce sur quoi on n'a aucune idée et ce dont on est sûr. Voilà. C'est ça cette idée de niveau de preuve. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, ça s'applique. Je vous donne un exemple. Ce sera plus simple. Donc, la fameuse première étude de Marseille, donc de l'équipe du professeur Didier Raoult à Marseille sur la chloroquine, voilà, qui a été publiée dans une revue qui s'appelle International Journal of Antimicrobial Agents. C'est une étude qui a vocation à répondre à une question, comme toutes les études. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la chloroquine donc, permet d'améliorer le sort des patients Covid-19 La question que pose cette étude, c'est pas exactement celle-là, parce qu'elle s'intéresse en fait à la charge virale. Donc, est-ce que réduire la charge virale dans une maladie, ça équivaut à améliorer le sort des patients? La réponse est dans le cas général, non. Mais pourquoi pas? C'est une question plus modeste, mais qui a sa légitimité, bien évidemment. Après, quand on regarde dans les détails, en fait, regarder dans le détail, ça demande du temps, un petit peu d'expertise. Là, ce que je vous ai mis en bas à gauche sur les slides, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de souris, mais donc c'est en bas à gauche, c'est
une analyse qui a été faite par un très bon site dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Bibliovid, qui met en avant toutes les raisons, tous les biais pour lesquels ce niveau de preuve est faible. La raison principale étant qu'on a un essai qui n'est pas randomisé, c'est-à-dire on prend des patients, on les traite tous à Marseille et on les compare à un autre groupe qui a été fait de manière un petit peu factice dans d'autres hôpitaux ou aux patients qui ont refusé en fait, de participer à l'étude, ce qui fait qu'on a deux groupes qui ne sont pas du tout équivalents. On n'a pas de raison de penser que ce sont les mêmes personnes, les mêmes pathologies, que tout s'est passé de la même manière. Donc ce sont des groupes qui ne sont pas comparables. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle on a un niveau de preuve qui est faible. Ensuite, on a d'autres raisons un peu plus techniques, qu'on a multiplié les tests statistiques. Donc, à partir du moment où on cherche beaucoup en statistique, on trouve beaucoup. Enfin, plein de facteurs qui participent à rendre cette étude très peu fiable au niveau de ses résultats. C'est ce que j'ai expliqué dans l'article que j'ai écrit à la suite sur AD News. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et donc, quand on demande à des experts en général là-dessus, ben, ça ne nous apprend pas grand-chose. C'est mieux que rien. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Voilà. Alors, l'essai clinique randomisé, je vais passer parce que je pense qu'à ce stade, tout le monde a compris à peu près l'idée de ce que c'est. En règle générale, le gold standard, c'est l'essai clinique randomisé. Donc, les patients, quand on teste un médicament typiquement, sont tirés aléatoirement dans le groupe traitement ou dans le groupe contrôle, ce qui permet d'être sûr qu'on a des populations parfaitement homogènes et donc de les comparer. Et en général, on fait ça en double aveugle, ce qui permet de s'assurer que le patient ne sait pas dans quel groupe il est et le médecin qui s'occupe du patient ne sait pas non plus, ce qui évite aussi tout un tas de biais. Tout ça n'évite pas tous les biais, évidemment. Un essai clinique randomisé de mauvaise qualité aura un niveau de preuve qui ne sera pas maximal. Dans le cas de Covid-19, c'est un peu compliqué de procéder comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grands essais comme Solidarity qui est promu par l'INSERM en France ou Discovery par l'OMS. On fait des essais cliniques randomisés pour avoir un bon niveau de preuve, mais on n'est pas en mesure de les faire en double aveugle parce que ça pose des problèmes pratiques et éthiques insolubles. En fait, on ne peut pas imaginer qu'un patient qui est dans une situation de vie ou de mort prennent un traitement alors que le patient ne sache pas à la limite et que le médecin ne sache pas quel traitement il donne à son patient, ça c'est pas jouable hein, parce que évidemment la prise en charge va évoluer, etc. Donc on s'adapte, mais on garde cette idée générale, en tout cas c'est celle qui fait consensus dans le milieu de la recherche clinique, hein, de manière générale, qu'il faut des essais cliniques randomisés pour pouvoir déterminer de manière ferme un résultat qui va donc déboucher sur une généralisation d'un traitement. Parce que c'est ça derrière ce qu'on a en ligne de mire. Toute cette procédure-là, en temps un peu plus standard, est utilisée pour, par exemple, mettre sur le marché un nouveau traitement dans une indication. Là, en l'espèce, ça sera pour généraliser un traitement et dire qu'on peut l'utiliser dans tel cas d'espèce. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas sans ça, mais on l'utilise au cas pour cas, en faisant attention, dans des essais cliniques, etc., etc. Alors, il y a plein d'écueils auxquels on peut être confronté quand on veut juger de la qualité d'une étude. Il y en a un ou deux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. C'est sûr, quand on dit qu'un traitement est efficace de manière significative. Alors, c'est une notion qui est mathématique, la significativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a fait un test de probabilité, un test inférentiel, qui nous permet de dire la différence que j'observe entre mon groupe traitement et mon groupe contrôle, il y a très peu de chances qu'elle soit du hasard. Très peu de chances. Moins de 5% de chances. En général, c'est le critère qu'on retient. Voilà. Et ça veut dire ça, mais ça ne veut pas dire plus que ça. Et c'est là où il faut être un petit peu attentif. Par exemple, lundi, la PHP, donc les hôpitaux de Paris, a diffusé un résultat sur simple communiqué, sans donner les données d'ailleurs, ce qui est un peu même très atypique, sur l'efficacité tocilizumab, donc un anticorps monoclonal qui est utilisé dans les maladies auto-immunes, pour empêcher la dégradation de l'état de santé des patients Covid-19 qui sont dans un état moyen, ils sont sous oxygénothérapie et on essaie d'éviter évidemment qu'ils aient un soin intensif avec des taux de mortalité énormes à 30 ou 40%. Et donc, la PHP a fait ce communiqué en disant que le critère du jugement principal, donc c'était ça, la dégradation de l'état, a été atteint chez une proportion significativement plus faible de patients dans le bras tocilizumab.
Euh, donc, ça veut dire que l'essai est réussi d'un point de vue statistique. Très bien, il y avait un critère, il a été respecté, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est pertinent au plan clinique? Est-ce que ça veut dire qu'on a fait un traitement miracle? On ne sait pas du tout. Alors, traitement miracle, c'est rarissime, hein, donc on peut avoir une idée. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un game changer, comme on dit, que ça va vraiment bouleverser la manière dont on prend en charge la maladie? Ça, on n'en a aucune idée. Ce n'est pas un test statistique qui permet de le dire. Ça, c'est vraiment l'expertise des cliniciens qui permet de le dire. A priori, moi, pour avoir discuté avec quelqu'un qui connaît bien l'essai clinique, ça ne paraît pas être trop le cas. Alors, notre écueil fréquent aussi quand on juge ce type d'études, c'est oublier de qui on parle. Je m'explique, c'est qu'en général, on se dit un médicament soigne une maladie et c'est très bien, et un essai clinique montre qu'un médicament soigne une maladie et c'est très bien. En fait, il y a tout un tas de critères beaucoup plus précis et ça n'a pas trop de sens de parler de manière aussi générique. En général, ce qu'on peut dire, c'est tel traitement va être efficace à tel degré dans une maladie à tel stade. Et c'est le tel stade qui est important. Donc, par exemple, il y a très, très peu de chances qu'on arrive à trouver un traitement qui soit efficace pour le coronavirus, à la fois au premier stade de la maladie, qui est le stade plutôt viral. Donc là, le stade de pneumopathie, où c'est le tableau viral qui prédomine, et aussi au stade plutôt immunologique, où on voit qu'on a une réaction immunologique dans les zones touchées par le virus, où là, c'est le système immunitaire qui part en live. Et ce sont deux situations cliniques très différentes. Et quand on s'intéresse à est-ce qu'un médicament est utile, il faut absolument préciser dans quel cas de figure on est. Pareil pour l'état de gravité des patients. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Je termine rapidement parce que je pense qu'il est temps. Oui. Par vous donner quelques sources utiles. Alors, il y a des sources évidentes que je passe parce qu'elles sont évidentes. Il y a des sources légitimes que vous avez déjà, je pense, tous identifiées. Ça va être l'OMS, ça va être les CDC, CDC américain, CDC européen, CDC chinois quand ça s'applique, etc. En France, c'est le Conseil de santé publique qui fait les revues de littérature et qui décide des recommandations pour la prise en charge de Covid-19, etc. Il y a toutes les task force nationales. Vous pouvez retrouver les revues, les rapports de la task force française sur le site du ministère de la Santé. Les Suisses, à ma connaissance, ne sont pas encore mises à disposition. Voilà. Après, il y a des sources qui sont un peu moins institutionnelles, mais qui sont bien utiles. Moi, pour me renseigner, pour suivre un petit peu ce qui se fait en recherche et pour suivre l'air du temps, j'utilise beaucoup Twitter. Mais alors, pas Twitter comme ça, de manière complètement ouverte, parce que le coronavirus, maintenant, tout le monde en parle, hein, donc ça n'a aucun sens. Donc, je me suis fait une liste très, très ciblée de quelques personnes qui comptent. Voilà. Alors, ça va être quoi? Ça va être des scientifiques importants que j'ai identifiés, des épidémiologues ou des virologues. Quelques voix qui portent en médecine, Eric Topol, rédacteur en chef de Medscape, son homologue du Lancet, quelques voix institutionnelles, Maria von Kerkhove de l'OMS, qui gère la réponse aux maladies émergentes, des gens comme ça, Antoine Flao en Suisse, qui gère l'Institut de santé globale. Voilà, quelques confrères aussi. Il y a Helen Branswell de Stat News, site américain spécialisé en médecine, qui fait un excellent travail, vraiment. C'est quelqu'un qui vaut qu'on la suive. On a aussi Kai Kupferschmidt qui travaille pour Science, à la partie magazine de Science, qui fait aussi du très bon travail. Tous ces gens-là, c'est très intéressant de les suivre, parce que ça permet vraiment d'avoir une vue sur ce qui change en recherche avant de le voir partout ailleurs. Il y a aussi les plateformes scientifiques. Ça permet plus de voir les débats entre chercheurs. Ça permet de voir que le consensus n'existe pas toujours. Alors, il y a des plateformes pour virologues, pour infectiologues, que je vous ai mentionné. À l'occasion, si vous avez de goût sur YouTube, alors c'est un monsieur, c'est un Britannique, un ancien professeur en sciences infirmières qui, chaque jour que Dieu fait, même parfois 2 fois par jour, fait un bilan très très factuel, mais très très précis, très très pédagogique de qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur l'épidémie. Il fait ça depuis le début, et pour se tenir au courant, c'est quand même très utile. Voilà, dernier point. En science, ce qui est difficile, c'est d'avoir une vue globale en général. C'est souvent pas les articles qui permettent d'avoir ça, c'est les articles qui sont accumulés. Quand il y a des personnes qui ont fait le travail à votre place, il faut en profiter en tant que journaliste. Et c'est le cas, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là de nos jours. Alors, ce que je vous conseille, moi, il y a notamment le bulletin hebdomadaire de Reactim. Reactim, c'est le consortium de l'INSERM qui s'occupe des maladies émergentes. Donc là, c'est la version française, donc qui
qui choisit les publications qui ont du sens, qui les résume et qui les a déjà sélectionnées pour qu'elles soient importantes. Donc ça, c'est très utile. Il y a aussi un site magnifique dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Bibliovide. Donc ça, c'est géré au CHU de Grenoble, où ce sont des médecins volontaires, en général en experts en santé publique, qui sélectionnent les articles qui ont du sens, qui les résument et qui donnent le niveau de preuve aussi. Ça, c'est vraiment très, très utile. Et enfin, on a les synthèses du Haut Conseil à la santé publique en France qui fait le même travail. Alors, je passe sur les scientifiques qui comptent. Je pense que vous les avez tous peut-être un peu identifiés. Il y a notamment, en termes de recherche en épidémio, de modélisation en épidémio, il y a notamment l'équipe de l'Imperial College London qui a eu vraiment une influence incroyable puisque c'est à la suite de leur modélisation qu'on a vu les pays d'Europe de l'Ouest changer de stratégie et se dire qu'il fallait prendre au sérieux l'épidémie et prendre des mesures de confinement ou de semi-confinement comme on a en Suisse. Enfin, ce sont des gens qui pèsent beaucoup. On a aussi Harvard, on a l'Université d'Hong Kong, etc. Voilà. Est-ce que j'ai le temps pour quelques conseils? Je demande à Marthe. Alors, rapidement, oui. Rapidement, quelques conseils. Très bien. Alors, non, ça, c'était juste pour vous dire que la notion de fake news n'est pas très opérante, je trouve. Fake news, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, en général, on essaie d'être un peu plus subtil que ça. Donc, pareil pour la notion de debunk, moi, je ne l'aime pas trop. Parfois, ça se justifie. Par exemple, quand certains médias que je ne nommerai pas déterrent Luc Montagnier pour qu'il nous dise que le virus a été créé par les Chinois à base de VIH. Enfin bon, là, ok, ça mérite le terme de fake news. Mais sinon, c'est assez rare. En général, on va avoir des données, des nouvelles de plus ou moins bonne qualité qu'il s'agit d'analyser. Voilà, si le monde était simple, ça se saurait. Autre conseil, ne pas être un taliban des chiffres, ça veut dire quoi? Les chiffres ne valent que dans la mesure où ils permettent de décrire une réalité. Je vois souvent dans certains articles des erreurs un peu ridicules, c'est pas grave, hein, mais par exemple, quand on dit que 18,37% des patients Covid-19 vont en soins intensifs, ça n'a pas de sens d'être aussi précis avec les chiffres. L'idée, c'est qu'on en a à peu près 1 sur 5. Et puis voilà. Bon. C'est pareil, il y a eu beaucoup de débats sur quelle est la létalité, qui sont très légitimes évidemment. Quelle est la létalité de la maladie? Est-ce que c'est 0,7 comme en Corée du Sud, 0,7% des gens qui vont décéder après avoir la maladie? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est 2, 3, etc. Ce sont des débats qui sont légitimes. À partir du moment où ça converge, et là on a tous à peu près l'idée que ça converge autour de 1%, peut-être 2%, peut-être un peu moins, bref, pas non plus s'entretuer pour des décimales en fait. Hein. L'idée c'est qu'une maladie qui a une létalité de 1%, à partir du moment où elle est très contagieuse, c'est beaucoup. Et donc il faut agir. Quoi. Enfin, un dernier point, un dernier conseil à vous donner. Si vous pensez que la science, ça permet d'être sûr, c'est l'inverse. Le journalisme scientifique, ça permet plutôt de gérer et d'admettre l'incertitude et de la quantifier. C'est d'ailleurs, je suis tombé sur une interview dans le Guardian juste ce matin d'un Carl Beckstrom, qui est un biologiste américain qui a écrit un bouquin sur le bullshit, qui donne un conseil aux journalistes qui est d'admettre en fait le fait que les données scientifiques sont plus ou moins vraies à un moment donné et qu'elles vont évoluer, qu'elles vont se consolider ou que certaines idées vont tomber. On voit ça tous les jours avec la crise du coronavirus. C'est normal, c'est pas illégitime, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut juste essayer d'en prendre son parti en tant que journaliste. Je n'ai pas d'autres meilleurs conseils à vous donner là-dessus. Et ma foi, j'en ai terminé. Ah, j'avais un dernier point. Je laisse juste la slide comme ça. Et puis, je pense que ça reviendra nécessairement dans les questions parce que ça a été un sujet très clivant. Mais en général, le débat politique tend à se polariser sur des mauvaises questions pour ou contre Didier Raoult, etc., qui sont des questions pas du tout intéressantes en fait, hein, quand on réfléchit. Les bonnes questions étant quel est l'intérêt d'un traitement pour guérir des patients éventuellement, pour enrayer l'épidémie, à quel point il faut s'affranchir des précautions d'usage quand on évalue des traitements parce qu'on est en temps de crise. Tout ça, ce sont des bonnes questions. Pour ou contre Didier Raoult, moi personnellement, je m'en fous. Je trouve assez marrant. Je pense qu'il a dit pas mal de bêtises, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a aussi une forme de compétence. Bon, voilà, c'est pas trop la question. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Catherine Riva maintenant. Et puis, on se reparle après quand vous aurez des questions.
Merci beaucoup Yvan pour ces conseils très utiles. Et du coup, cette liste Twitter que tu as élaborée, elle est publique? Tout le monde peut s'abonner, peut la suivre? Alors, à la base, elle l'était pas, mais je vais la passer en public. Ah, génial, super. Écoute Catherine, on va passer du coup à ta présentation qui va du coup traiter davantage des questions de santé publique et vraiment d'investigation. Ou pas? Parfait, c'est bon. C'est parfait? Ok, Ouais, d'accord. c'est très bien. Bien. Alors, je vais d'abord me présenter brièvement. Donc, je suis journaliste d'enquête. Je suis spécialisée depuis plus de 10 ans dans l'enquête dans le domaine de la santé. Je me suis associée avec une consoeur qui est également très expérimentée dans le domaine des enquêtes de santé, Serena Tinari. On a fondé en 2015 Recheck, donc vous voyez le logo en ce moment à l'écran. Notre idée, c'était justement de monter un bureau d'enquête indépendant pour pouvoir développer, appliquer et enseigner des méthodes d'investigation et certains principes déontologiques qui sont, à notre avis, à la croisée des principes du journalisme d'enquête et de ceux de l'evidence-based medicine, dont cette EBM, cette médecine fondée sur les preuves. Cela veut dire entre autres que nous intégrons dans l'enquête certains principes issus de l'EBM parce que nous avons remarqué que ces principes nous aidaient à identifier des enjeux importants, les intérêts qui étaient à l'œuvre dans les affaires de santé et à déterminer si le public avait été induit en erreur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'EBM? Eh bien, c'est comme le montrer très clairement, en fait, ces deux grands fondateurs, enfin, ce sont deux parmi les pères fondateurs de l'EBM, donc Claude Bernard, auteur de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale qui est paru autour de 1865, sauf erreur, et David Sackett, qui est fondateur au début des années 90 de l'EBM telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation consciencieuse explicite et judicieuse des meilleures données disponibles pour la prise de décision concernant les soins à prodiguer à chaque patient. L'idée de l'EBM, c'est que la médecine doit être soumise à la démarche expérimentale, et ce pour trois raisons. La première, c'est parce que ça ne suffit pas qu'un patient guérisse après avoir reçu un traitement pour conclure que ce traitement est efficace. Ensuite, parce que ça ne suffit pas qu'un médecin pense qu'un traitement est efficace pour que ce soit le cas. Et aussi parce que la médecine peut être très dangereuse, de mal que de bien. Donc, un patient peut parfaitement guérir tout seul, sans intervention médicale. Donc, en ce sens, l'EBM est souvent présentée, alors qu'on la présente souvent comme une démarche excessivement formaliste, excessivement attachée à la statistique, à la méthodologie. C'est en réalité, en fait, une démarche qui est avant tout profondément éthique, parce que son but, c'est de protéger les patients contre des traitements inutiles, voire dangereux. C'est donc une recherche centrée sur l'être humain. Et pour pouvoir dire qu'un traitement marche, il faut qu'il ait été évalué sur l'être humain dans le cadre d'études qui respectent un certain nombre de règles et de standards, dont notamment l'essai randomisé contrôlé dont vous a parlé Yvan tout à l'heure, hein, qui est l'outil de choix dans l'EBM. Au fil du temps, nous avons développé un certain nombre de principes pour un peu aiguiller notre travail et il nous semble, aussi bien à Serena qu'à moi, que ces principes ont toute leur validité quand il s'agit d'enquêter dans la crise actuelle. Le premier de ces principes, c'est de toujours lire la publication en entier. Quand on est journaliste d'enquête, pas forcément au fait des questions de santé, on pourrait avoir la tentation de se contenter du communiqué de presse, de se contenter de lire l'abstract. Il faut vraiment réussir à dépasser un petit peu les réticences et se plonger et lire l'article en entier. Ensuite, il faut évaluer la qualité des preuves disponibles. Nous, on est persuadés que c'est tout à fait possible d'intégrer en tant que journaliste certains réflexes, certaines grilles de lecture et certains principes pour analyser ces preuves. Il faut toujours vérifier les faits et vérifier surtout aussi le bagage des personnes qui s'expriment dans une affaire de santé, indépendamment de leur réputation. Même si quelqu'un est éminent, même si quelqu'un est extrêmement connu, notre devise est « tout le monde mérite un check ». On recommande aussi d'éviter de se focaliser uniquement sur les suspects habituels. Le journaliste d'enquête
a souvent en fait une certaine vision du monde avec certaines valeurs. Il y a certaines catégories qui va qualifier plus facilement de bad guys et d'autres qui sera plus enclin à voir comme victimes. Il faut essayer de s'abstraire un petit peu de cette vision-là pour passer au crible tout le monde. Il est important de tirer les enseignements du passé parce qu'il y a beaucoup d'invariants dans les scandales sanitaires qui ont tendance à se répéter chaque fois. Et il faut toujours se demander à qui ça profite. À notre sens, la santé est un domaine dans lequel il est absolument impératif d'enquêter. Ces 6 principes sont nécessaires parce que nous avons tendance à penser que la santé est un système qui fonctionne bien, un système qui s'articule autour de différentes instances, où chaque instance, on l'a représentée ici sur ce schéma dans les cercles, a ses propres codes de conduite, a parfois aussi des lois qui lui imposent un certain nombre de fonctionnements, et que ce cadre-là garantit finalement qu'elle fasse son travail proprement. Le problème, c'est que déjà en temps normal, ce système est miné par des dysfonctionnements qui sont extrêmement importants. Et actuellement, tout indique qu'il dysfonctionne et que même dans bien des cas, il n'est plus du tout à même finalement de remplir sa fonction. C'est-à-dire qu'en fait, les différentes instances n'arrivent plus à se corriger mutuellement. Alors, lire l'article original en entier, c'est absolument indispensable, car il faut savoir en fait que aussi bien les chercheurs que les institutions auxquelles ils sont affiliés ou que les firmes pour lesquelles ils travaillent se servent des communiqués et des abstracts le plus souvent. Donc, l'abstract, c'est ce résumé qui figure toujours en début d'article et qui, dans la plupart des cas, est toujours en accès libre. Parce qu'en fait, le communiqué et l'abstract sont souvent utilisés comme espace de vente. C'est-à-dire que les faiblesses, les limites de l'étude, il n'en est jamais question dans un abstract ni dans un communiqué. Or, les faiblesses méthodologiques d'une étude, est-ce que les auteurs ne disent pas? C'est souvent aussi important, voire plus important que ce qu'ils mettent en avant. Il faut donc toujours aller chercher la publication originale, il faut la lire en entier et pas seulement se contenter de lire l'abstract. Yvan vous a expliqué, là par exemple, lorsqu'on prend cette annonce du 27 avril dont a parlé Yvon sur le tocilizumab, on a uniquement le communiqué de presse, on n'a aucune publication, on n'a aucune donnée qui nous est donnée. On est censé croire les chercheurs sur parole. Là, le réflexe doit être d'avoir une certaine méfiance. Et cette méfiance, elle est d'autant plus appropriée que lorsqu'on voit qu'en fait, il y a un autre anticorps monoclonal qui, lui, n'est pas commercialisé par Roche, mais commercialisé par Sanofi, qui cible le même récepteur, lui a échoué à améliorer, à générer des améliorations chez les patients traités. Cette annonce, on l'a appris le même jour. Alors, je vais aller rapidement sur les outils à utiliser. Vous allez chercher les publications sur le portail PubMed, donc, où sont indexées toutes les publications scientifiques, médico-scientifiques. Et comme vous l'a dit Yvan, quand l'article n'est pas en libre accès, vous allez sur Sci-Hub, ça se présente de cette façon. Donc, quand vous avez un article ici, vous pouvez voir ce qu'on a entouré avec le cadre rouge. C'est le numéro de chaque article. En fait, c'est le numéro d'indexation. Ça s'appelle la DOI. Et lorsque vous êtes sur Sci-Hub, il suffit de mettre le numéro de la DOI, de cliquer sur Open et vous allez avoir en général l'article qui apparaît au format PDF. Donc, comme là aussi évoqué Yvan, Elbakian, elle fâche beaucoup les éditeurs de revues médicales. Donc, elle est forcée de changer presque tout le temps de nom de domaine. Mais par exemple, sur son compte Twitter, donc sur le compte Twitter de Sci-Hub, vous avez régulièrement les URL auxquelles vous pouvez accéder. Quand vous lisez un article aussi, c'est important d'avoir en tête comment un produit pharmaceutique arrive sur le marché. Alors, traditionnellement, le développement des produits pharmaceutiques est découpé en plusieurs phases. Il y a d'abord ce qu'on appelle une phase préclinique, où on fait avant tout de l'expérimentation in vitro et où la molécule est testée également sur des animaux. Et puis, elle est suivie jusqu'au moment où on arrive à l'homologation, donc qui s'appelle AMM sur le schéma, autorisation de mise sur le marché. Il va y avoir 3 phases qu'on appelle cliniques parce que là, en fait, ce sont des êtres humains sur lesquels on va tester la molécule ou le vaccin. Et chaque phase, en fait, remplit une fonction très précise.
Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, en temps normal, le développement pour arriver jusqu'à une mise sur le marché, c'est long, ça dure longtemps. On est en train de sauter des étapes qui sont essentielles pour avoir un minimum de connaissances sur le rapport bénéfice-risque d'un traitement. Parce qu'une fois que le produit est sur le marché, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de comité d'éthique, il n'y a plus de cadre. L'expérience est menée en grandeur nature. Il n'y a plus de garde-fous, il n'y a plus que du monitoring. On arrive dans la phase qu'on appelle post-marketing, la phase 4, où tout ce qu'on va essayer de monitorer, c'est s'il y avait des effets indésirables très graves, mais très rares, qui ne pouvaient pas être détectés chez les cohortes de patients qui ont participé aux essais avant l'homologation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le produit pharmaceutique, c'est un objet qu'on appelle technico-réglementaire, c'est-à-dire que la procédure d'homologation, elle se déroule dans un cadre technique et normatif qui est très strict, qui est présenté fréquemment, surtout en période de crise comme aujourd'hui, comme étant finalement simplement une lourdeur administrative. Ce n'est pas vrai. Les phases, elles ont été pensées et élaborées parce qu'on essaye d'en apprendre un maximum et que quand on va commercialiser un produit et qu'on va dire oui, son rapport bénéfice-risque est favorable, qu'on a des connaissances solides sur lesquelles s'appuyer. Ce qui est très important aussi, c'est que cette procédure d'homologation, elle va déterminer l'indication du produit pharmaceutique. Là, par exemple, on voit avec le tocilizumab, il avait une autre indication et maintenant, on va essayer de le tester pour l'indication Covid, enfin les pneumonies à Covid. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'indication, ça détermine le marché, le futur marché de la molécule, et il est évident que le fabricant et d'autres intérêts vont essayer régulièrement d'influencer ce cadre. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Un autre aspect qu'il faut savoir, c'est que les vraies innovations thérapeutiques, en fait, sont très rares. Depuis 1981, la revue Prescrire attribue la pilule d'or aux médicaments qui constituent un progrès thérapeutique décisif dans un domaine où les patients et soignants étaient totalement démunis. Vous avez à droite toutes les années où Prescrire n'a pas pu attribuer cette pilule d'or. Donc, en fait, on n'a eu aucune innovation véritable en termes thérapeutiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, bon, Yvon vous en a parlé, il vous a montré ça sous forme de tableau, on peut aussi symboliser ça sous forme de pyramide, c'est qu'en fait, toutes les études ne se valent pas, ça c'est important en fait aussi de le savoir quand vous lisez votre article. Et puis ici, on a ici aussi une version encore plus simplifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les seules études qui permettent de parler de preuves, je le répète, ce sont les essais randomisés contrôlés et également les revues systématiques d'essais randomisés contrôlés. Les autres types d'études sont importants pour générer des hypothèses qui vont devoir être testées, mais elles ne permettent pas de dire qu'on a la preuve que tel traitement entraîne tel effet. Donc, quand on vous parle d'essais in vitro dans un communiqué sur des animaux, de modélisation, de petites études cliniques, on est dans un niveau où on ne peut pas dire qu'on a une preuve. Ensuite, la médecine, l'EBM a développé un outil de lecture critique qui est intéressant parce qu'il avait été élaboré pour aider les médecins à lire la littérature scientifique. C'est l'outil PICO, c'est-à-dire en fait ça reprend l'acronyme de quatre dimensions ou critères qui permettent de décomposer une question clinique. Donc P pour patient ou problème, I pour intervention évaluée, C pour comparateur et O pour outcome, c'est-à-dire le critère, qu'est-ce qu'on essaye de mesurer finalement en fait avec cette étude. Quand vous lisez une étude, vous devez toujours vous assurer que la publication fournit suffisamment de renseignements sur ces 4 critères. Alors avec Covid, on voit d'emblée qu'on a déjà de grosses lacunes parce que ne serait-ce que pour caractériser le P au sens de problème médical, les connaissances sur cette maladie, sur son mode de propagation, sa létalité, son histoire naturelle, elles sont encore largement insuffisante, il y a encore beaucoup de spéculations. Et ce qui nous manque notamment comme réponse, alors qu'en fait il s'agit d'une question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien en fait avec Covid, suivant la catégorie d'âge étudiée. Un exemple là qui va concerner directement par exemple la pandémie, c'est que par exemple on pourrait regarder en fait quel est l'effet justement aussi chez les soignants quand ils se lavent les mains. C'est aussi là vous avez en fait des références, vous pouvez vous amuser à faire l'exercice aussi, c'est-à-dire pour voir est-ce que le fait de se laver les mains permet de réduire la transmission des infections nosocomiales.
Le troisième aspect, ça concerne le check. C'est quelque chose qu'en fait, en tant que journaliste d'enquête, on est censé faire tout le temps. Dans le domaine de la santé, c'est très important de le faire et de se montrer aussi un peu irrévérencieux. C'est-à-dire de ne pas se mettre à plat devant des gens simplement parce que ces personnes ont des titres de professeurs ou sont considérées comme des leaders d'opinion dans leur domaine. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où son produit est encore en phase d'évaluation auprès des autorités de régulation, le fabricant va toujours mettre en place un dispositif marketing pour stimuler la demande. Un fabricant ne lance jamais un produit dans le vide, il va toujours essayer de créer un hype autour de ce produit. Et parmi les auxiliaires les plus importants dans ce dispositif, on trouve ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders, ou leaders d'opinion, ou COL, et on peut dire que dans le cadre de la crise actuelle, ce sont surtout les cols qui sont sollicités. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place les autres dispositifs parce qu'on est en situation de crise. Alors, les cols, ce sont des experts qui font souvent figure d'autorité dans leur domaine. Ils sont extrêmement respectés par leurs pairs, sont des personnes très influentes et ils sont aussi très sollicités par les médias. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément parce qu'une personne est très compétente qu'elle devient un col. Un col, ça se fabrique, ça se commande. Il existe des entreprises spécialisées pour ça, pour fournir des cols. Comme les slides que je vous montre en ce moment, c'est une entreprise en fait qui propose justement d'identifier le col pour tout le cycle de vie du produit thérapeutique ou préventif en fait développé par l'industrie. Donc, par rapport, même si une personne est éminente, elle mérite toujours qu'on se pose quelques questions sur son background, sur ses liens d'intérêt. Donc cette question nous amène à la grande question dont il est souvent question quand on parle de scandale de santé, c'est celle des conflits d'intérêts. Donc voilà la définition qu'on a donnée en 1993 Dennis Thompson. Un conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle le jugement professionnel concernant l'intérêt primaire, c'est-à-dire le bien du patient ou l'intégrité de la recherche, est susceptible d'être influencé de manière excessive par un effet secondaire. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est que le conflit d'intérêt, c'est une situation, pas un résultat. C'est une situation qui est objective. C'est une situation à risque aussi. Pourquoi? Parce que le conflit d'intérêt augmente le risque de juger les faits de manière biaisée, unilatérale et partiale. Ça, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est largement documenté dans la littérature. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intérêt primaire ou intérêt secondaire, par exemple, dans le cas d'un médecin? L'intérêt primaire, ce sera ne pas nuire, résoudre le problème de santé aussi bien que possible. Et l'intérêt secondaire, ça peut être la carrière, la reconnaissance, la gloire, le statut, des revenus, des honoraires, des brevets, des cadeaux. Et malheureusement, le problème des conflits d'intérêts est extrêmement répandu. Il est extrêmement répandu aussi bien chez les chercheurs que dans les domaines de la formation continue, de la formation initiale des médecins, de la formation postgraduée. Il pose un problème parce qu'il appelle à des mécanismes inconscients, c'est-à-dire notamment la réciprocité, le fait de se sentir obligé de rendre l'appareil lorsqu'on a reçu un soutien, une invitation, un cadeau. La réciprocité, c'est un principe de socialisation universel et il fonctionne surtout de manière inconsciente. Et de manière tellement inconsciente d'ailleurs qu'on a vraiment pas mal de faisceaux convergents qui montrent qu'une personne en situation de conflit d'intérêt n'est pas du tout en mesure de déterminer par elle-même dans quelle mesure elle est influencée, si elle l'est par exemple. Donc on a tous tendance aussi à avoir un regard assez indulgent envers soi-même. Et on a tous tendance, qu'on soit un éminent prof ou un simple kidam, à surestimer son indépendance de jugement. On pense par exemple que la plupart d'entre nous vont penser qu'on n'est pas dupe, que les cadeaux ne nous influencent pas, qu'on arrive à garder son libre arbitre. Pourtant, on a eu de très nombreuses expériences qui ont été montrées et qui ont été montées et qui démontrent que dès qu'il y a cadeau, il y a risque d'influence. Mais surtout qu'on ne peut pas dire quel genre de cadeau est problématique. Parce qu'on a dit, oui, alors les cadeaux un peu excessifs comme le séjour aux Seychelles pour tout payer pour se rendre à un congrès, c'est pas la même chose que de recevoir un stylo vie. Eh bien non, et d'ailleurs c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'industrie pharmaceutique fait offrir régulièrement des stylos aux médecins par ses visiteurs médicaux, c'est qu'en fait il n'y a pas de valeur seuil, il n'y a pas de relation directe entre l'importance de l'avantage et l'influence qu'on obtiendra.
Donc, ça veut dire que le stylo bic avec le logo est tout aussi problématique que le fait de séjourner tout frais payé dans un hôtel de luxe dans le cadre d'un congrès. Le problème aussi, c'est que le conflit d'intérêts influence le jugement. Il va favoriser ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, c'est des raccourcis qu'on a et qui sont là pour satisfaire le besoin de cohérence qu'on a tous. Et donc, ça veut dire que le biais cognitif va faire que vous allez favoriser ou pondérer davantage les éléments et les informations qui confirment votre point de vue et que vous allez minimiser ou prêter moins d'attention aux éléments qui l'infirment. Alors, on sait que plus l'attente, l'avantage ou la menace de perdre quelque chose est importante, plus ce mécanisme est puissant. Mais néanmoins, les personnes concernées ont toujours un sentiment d'objectivité. Donc, il s'agit de biais qui sont inconscients. Alors, un exemple qui montre que les experts méritent toujours un petit check, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement hier. Alors, on prend le cas d'annonce du tocilizumab. Donc, on pourrait penser que l'assistance publique des hôpitaux de Paris n'a rien à voir avec Roche, que c'est une étude qui est complètement indépendante. On se rend compte que non, en fait, la PHP est partenaire de l'Institut Roche en, fait, en France. Et on voit aussi que le doute est permis quand on regarde les auteurs. Par exemple, l'un des auteurs en fait, a reçu des honoraires, un soutien financier, notamment on voit de Roche-Rougail. Roche-Rougail, c'est l'alliance de 2 laboratoires pharmaceutiques qui développent et commercialisent précisément le tolicizumab, qui a été utilisé comme pour son action immunosuppressive dans la polyarthrite rhumatoïde. Le problème, c'est que cette annonce, elle a été faite en France. Et en France, en principe, il y a une loi qui oblige les experts à déclarer leur conflit d'intérêts, normalement, s'ils s'expriment dans les médias. À ma connaissance, là, ils ne l'ont pas fait. Bon, ils ne sont vraiment pas les seuls. Pratiquement personne ne respecte cette loi, sauf les gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts et qui veulent le souligner. On voit aussi que les liens entre Roche et, par exemple, c'est un autre auteur, Maxime Dougado, ne datent pas d'hier. En fait, il y a une vieille collaboration entre l'assistance publique des hôpitaux de Paris en rhumatologie et Roche. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui pose problème et en fait, qui mériterait véritablement d'être thématisé. Je vous cite aussi l'analyse de Thomas Pesty qui montre en fait aussi, qui a rappelé que cette molécule avait été aussi impliquée dans des études qui étaient assez problématiques. Et puis, il a cité également, en fait, là où on peut aller vérifier les montants qui ont été touchés par les rhumatologues, en fait, de la part de Roche. On arriverait certainement aussi à des sommes conséquentes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en évidence ces informations-là? Vous pouvez vous reporter aux déclarations d'intérêt qu'en principe les chercheurs doivent faire quand ils publient dans des revues médicales, mais aussi quand ils signent des guidelines pour les sociétés savantes. Vous pouvez aussi vous reporter au programme des congrès, des formations continues, où là les sponsors sont indiqués. Allez voir aussi du côté des brevets, solliciter la loi sur la transparence ou le Freedom of Information Act de votre pays, et puis consulter les bases de données dont je vous montre en fait ici, donc Euro for Docs, Dollar for Docs. Ensuite, vous avez aussi LobbyWatch qui donne quelques informations. En France, la base de données, en principe, où devraient figurer les DPI. Mais là, par exemple, pour ces chercheurs, elle n'y figure pas. Aussi, en Allemagne, Corrective a fait Euro for Docs. Voilà, donc ça, ce sont des ressources qui sont très utiles, en fait, quand il s'agit de faire quelques recherches. Et puis, regardez en fait aussi les rapports annuels des instituts, regardez quelles ont été les sources de financement, c'est toujours important. Aussi, ne pas se concentrer uniquement sur les acteurs facilement identifiés comme bad guys, bad pharma, compagnie d'assurance. Là, on le voit, en fait, c'est une structure qu'on aurait identifiée comme publique, elle est problématique aussi. Et il faut toujours partir donc du principe que tout le monde a un agenda et des intérêts, même les acteurs qui se posent comme au service de l'intérêt général, comme non-profit. Il faut vraiment enquêter sur chacun d'eux. Parce qu'on identifie facilement l'industrie pharmaceutique ou certaines compagnies d'assurance, parce que ce sont des acteurs commerciaux comme étant les bad guys, mais tous ces autres acteurs, les centres hospitalo-universitaires, les médecins, les sociétés savantes, les ONG, les fondations, les autorités de santé, eux aussi vont chercher à influencer la manière dont les journalistes parlent d'eux. Et puis, tirer les leçons du passé. On a déjà eu des pandémies au cours des 20 dernières années. C'est intéressant de se demander quels étaient les dispositifs à l'œuvre à cette époque, qui en a profité,
Je rappellerai en fait, par exemple, l'histoire, la saga du Tamiflu. Toutes ces questions, il faut se les poser. Elles peuvent être très utiles pour éclairer la situation actuelle. Je rappellerai par exemple que Tamiflu a rapporté environ 18 milliards de dollars à Roche. Je vous assure qu'il y a beaucoup de monde qui est dans les starting blocks pour pouvoir réaliser un jackpot pareil aussi avec Covid. Donc, il faut se souvenir que ça s'est déjà produit et se demander ce qui s'est passé et ce qui se passe vraiment quelque chose d'analogue actuellement. Et puis, se méfier des poncifs quand on essaye de savoir à qui ça profite. Par exemple, un des poncifs, c'est les pharma se livrent une concurrence acharnée. En fait, c'est pas comme ça. L'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui s'apparente beaucoup plus à un réseau de coopération. On parle de managed competition. Actuellement, par exemple, il existe au moins 82 accords de coopération entre les 16 plus grandes compagnies pharmaceutiques, des accords de copromotion, de co-développement, de licence de droits de propriété intellectuelle, etc. Un autre poncif, c'est les nouvelles molécules sont hautement efficaces pour les patients. Leur seul problème, c'est leur prix. En réalité, non. Les produits pharmaceutiques sont évalués au terme de procédures qui sont de plus en plus laxistes et en dépit de doutes réels sur le caractère favorable de leur rapport bénéfice-risque. Et puis, le poncif le plus fréquent, c'est de dire que la question du profit concerne avant tout les acteurs commerciaux. Là, ce diagramme montre tous les acteurs qui sont actuellement susceptibles de tirer parti de la crise Covid. On se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nombreux et surtout qu'ils ne se limitent pas à l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a des questions auxquelles le journaliste d'enquête doit exiger des réponses à ces questions-là. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas de réponse claire, alors qu'on sait que ce virus circule depuis au moins décembre 2019. Il y a d'abord la question de la qualité des données sur les taux d'infectés, de malades, de décès. On n'a toujours pas de données fiables à ce sujet-là. Il y a la question ensuite de la fiabilité des tests sérologiques et des tests PCR. Il y a la question des preuves dont les autorités disposent sur l'efficacité de certaines mesures qu'elles préconisent, voire qu'elles imposent aux populations, comme le confinement, la distanciation, le port des masques. Il y a la question du design, des études, dans le cadre desquelles les médicaments, les vaccins, éventuellement les mesures barrières vont être évalués. Est-ce que ces études sont randomisées, contrôlées ? Si elles sont ouvertes, de l'aveugle, le nombre de sujets. Ce n'est pas pareil si une étude porte sur 300 patients, si elle porte sur 12 patients. Quels critères d'évaluation ? Est-ce qu'on a des critères intermédiaires ou des critères durs ? Est-ce que les données sont publiées ou au moins consultables ? Tout ça, en fait, ce sont des questions qu'il faut poser et il ne faut pas avoir peur d'insister pour les poser. Ce sont des réponses que les gouvernements et les scientifiques doivent à la population. Ensuite, pour finir, quelques repères. Vous avez d'excellentes ressources sur un site dédié qu'a mis en place le Center for Evidence-Based Medicine à Oxford. Ça s'appelle Oxford COVID-19 Evidence Service. Je vous recommande vraiment d'aller dessus. Il y a des réflexions très intéressantes. Et sur Twitter, pour compléter peut-être la liste d'Yvan, je ne sais pas si si on se recoupe, c'est de suivre par exemple des gens comme Claudina Michal-Teitelbaum qui a des réflexions très intéressantes, Carl Hennegan du CIBM, Jane Lenzer, François Pesti. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma part et je vous remercie de votre attention. Donc voilà notre site et voilà également le fil Twitter, vous pouvez nous suivre. Merci beaucoup Catherine, c'était vraiment très intéressant et très éclairant. Et du coup, on a eu beaucoup de questions des participants pendant que vous parliez tous les deux. Donc, on va commencer par une première série de questions. Marc ? Ouais, une première série sur les articles. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait une explosion du nombre d'articles, près de 10 000 liés au coronavirus ces derniers temps. Il y en a qui s'interrogeaient pour savoir, à titre de comparaison, quel est le volume d'articles publiés en temps normal. Et si ces articles scientifiques, l'explosion de ces articles, fait que les publications devraient être diffusées sur Internet et accessibles à tout le monde. Enfin, est-ce que tout le monde aura aussi la possibilité de les décrypter de son côté? Et ensuite, on pourra revenir sur le risque de conflit d'intérêts. Oui. Ok, alors de manière générale, dans le champ biomédical, je pense que l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1 million d'articles par an.
Donc on voit que c'est quand même assez énorme. Mais en réalité, c'est sur une myriade de problématiques de santé ou scientifiques. Donc j'ai fait un rapide check parce que j'avais vu la question pendant que Catherine parlait, tout en écoutant Catherine évidemment. Avec une recherche PubMed sur influenza comme mot-clé, j'ai à peu près 5000 articles par an. Voilà. Sur une maladie infectieuse respiratoire qui est loin d'être anodine également. Même si, voilà. Donc ça permet de comparer, quoi. 5000 dans un cas, 100 000 dans l'autre. On a une question sur le risque de conflit d'intérêts. Par exemple, si la revue est dite sérieuse, mais que l'institut de rattachement est parfois un institut public dans un pays qui peut être touchy, est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir de ce biais-là? Et la personne cite le fait qu'à l'étranger, comme en France, avec les liens entre les chercheurs et les industriels, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, on est parfois confronté à des risques de conflit d'intérêts. Et si, d'après votre expérience, effectuer des recherches au cas par cas pour chaque chercheur auquel on est confronté, est-ce que c'est efficace à chaque fois? Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Alors oui, non, il faut le faire. Il faut le faire d'abord parce que il faut savoir que dans les déclarations d'intérêt qui sont publiées dans les revues médicales, même les plus prestigieuses, même les Big Five, personne ne vérifie l'exactitude de ces déclarations d'intérêt. Donc, elles sont souvent lacunaires. Et il faut savoir aussi que même si, en principe, l'association faîtière des éditeurs de revues médicales prévoit des sanctions en cas de déclaration incomplète ou fausse, ces sanctions ne sont pas appliquées. Donc, le check, il faut absolument le faire. Et puis, vraiment, il faut le dire, c'est quelque chose qui est drôle à faire. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est fastidieux ou pénible. Il faut se rendre compte en fait qu'il y a des circonstances en fait dans lesquelles les chercheurs ont même une certaine fierté en fait à exhiber les nombreux liens qu'ils ont parce que c'est quelque chose qui vous qualifie pour dire que vous êtes un col. Donc, il y a vraiment des endroits, par exemple notamment les congrès, où en fait ils ne s'en cachent pas du tout. Enfin, je veux dire au contraire. Pareil aussi lorsqu'ils siègent dans certains comités ou certains conseils scientifiques qui conseillent des autorités, tant qu'ils sont entre eux, c'est quelque chose en fait par rapport auquel ils n'ont aucune gêne en fait. Donc, je pense vraiment que pour chaque chercheur, surtout si c'est un chercheur qui est très en vue, ça vaut vraiment la peine de chercher. Alors, on a quelqu'un qui demande si, afin de déterminer la pertinence d'un article, ce que vous pensez de la notion de transparence du protocole et de la réplicabilité de l'expérience, c'est-à-dire la possibilité pour les autres chercheurs de reproduire le plus exactement possible l'expérience pour ensuite comparer. Un mot peut-être, et Catherine complétera au besoin. Oui, c'est un point qui est très très important en fait. Alors, il y a au moins de chance, c'est que dans le champ biomédical là-dessus est peut-être en avance sur d'autres champs disciplinaires. Les protocoles sont toujours déclarés à l'avance. Ils sont, quand on a un essai clinique, on a des sites qui répertorient le protocole de l'essai clinique. Alors parfois avec un niveau de détail qu'on peut juger insuffisant, mais ce sont des points qui sont très importants, surtout parce que, alors c'est important de déclarer le protocole en amont, parce qu'en réalité, un résultat ne vaut que par rapport au protocole initialement prévu. Si on modifie le protocole a posteriori, le résultat ne vaut plus du tout. On appelle une modification post-hoc, c'est très, très, très mal vu en recherche. Et évidemment, ça permet ensuite de répliquer, et comme on a vu en evidence-based medicine, un résultat ne vaut de manière vraiment ferme que dans la mesure où il est répliqué au moins une fois par une équipe indépendante. C'est l'idée majeure. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Yvon. Je pense malheureusement que ces principes auxquels moi, personnellement, j'adhère tout à fait et qui seraient les principes d'une science bien faite, ils sont rarement suivis des faits. Donc, il est vrai que depuis 2005, les firmes ont l'obligation de déclarer de manière prospective, c'est-à-dire avant de lancer les essais, le protocole. Ça vaut vraiment la peine d'aller sur ces bases de données. Donc, la plus grosse, c'est clinicaltrials.gov aux États-Unis, et de vérifier les historiques des changements qui ont été apportés au protocole. Des fois, c'est intéressant, on voit qu'il y a des patients qui ont été ajoutés, enfin, je veux dire qu'on a grossi certaines cohortes, etc. Mais il faut savoir en fait que
C'est vrai qu'en termes méthodologiques, par exemple, de changer le protocole en cours de route, c'est un no-go, mais il faut savoir que ça se fait sans arrêt. Et que de présenter aussi ce qu'on appelle des analyses post-hoc comme étant prétendument des résultats obtenus dans des essais randomisés contrôlés, donc qui auraient presque une valeur prospective, il y a beaucoup de cas où ça n'a gêné personne et où, par exemple, les produits concernés sont toujours sur le marché, sont toujours recommandés. Donc, je pense qu'il faut s'intéresser à ces protocoles parce que c'est vrai que la réplicabilité, c'est le fondement de la science. Et je pense que le problème pour les chercheurs, c'est qu'il y a peu de motivation en fait, à répéter des études sur certains produits parce que ce n'est pas avec ça que vous allez voir votre facteur d'impact. Donc, justement, ces rankings que vous a montré Yvan, c'est pas là que vous allez pas grimper en fait avec ça. Ce ne sont pas ces publications-là qui vont faire le buzz. C'est d'autres types de publications toujours avec une nouveauté, avec un gros effet d'annonce. On a une autre question sur les reviews d'articles sur un thème. Est-ce que c'est des sources intéressantes? Oui, c'est fondamental. On a un défaut collectif, je dirais, en journalisme scientifique, qui est de s'attacher un peu trop à la publication, à la petite nouvelle scientifique, etc. En règle générale, la science, ça se fait sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues que ça. Ça se compte en années, parfois en décennies. Donc, à ce titre, c'est vraiment essentiel. Tout ce qui est revue de littérature, par exemple les Nature Reviews, typiquement, qui sont des revues de littérature destinées aux chercheurs, donc de très haut niveau, tout ça, c'est de la littérature qui est fondamentale pour essayer de déterminer quel est l'état de l'art, comme on dit. Et donc, accessoirement, nous, en tant que journalistes, essayer de déterminer ce qui est nouveau par rapport à l'état de l'art, si tant est qu'il y ait de la nouveauté. On a une question d'une personne qui demande des conseils pour réussir à prendre des pincettes avec le résultat d'une étude sans perdre la confiance des lecteurs. Par exemple, elle prend le cas quand notamment le gouvernement adopte officiellement le traitement, comme ça s'est vu en Afrique, dans plusieurs pays qui ont officiellement adopté le traitement du professeur Raoult et qui ont reçu des milliers de doses de Sanofi, et que même les autorités de la santé en disent du bien. Et la personne cite le cas du Sénégal. Donc, comment arriver à gérer ça? Et deuxième question qui découle de cette première question, toujours de la même personne, c'est qu'elle a l'impression qu'il y a une méfiance accrue des lecteurs, notamment ouest-africains, vis-à-vis des études faites en Occident. Et elle revient sur les propos qui ont été tenus sur LCI d'une possible étude sur le vaccin BCG en Afrique. Et donc là, elle fait référence au fait que Camille Locht, directeur de recherche de l'INSERM, et Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin, ont effectivement parlé sur LCI en direct d'un éventuel bien fondé d'une potentielle étude du vaccin BCG contre le Covid-19 auprès de populations du continent africain. Pour répondre peut-être sur la première partie de la question, je ne me sens pas compétent sur la deuxième, mais en fait, à mon avis, on a peut-être deux responsabilités. C'est d'une, d'essayer de décrire de manière la plus précise et nuancée possible l'état des connaissances scientifiques, donc en nuançant les résultats, en disant en l'étendard de l'art, on a tel niveau de preuve, qu'est-ce qui manque pour éventuellement prouver un effet, etc., etc. Ça, c'est la base. Ensuite, il ne faut pas se leurrer non plus. Les problématiques qu'on traite, elles ne sont pas purement scientifiques. Il y a aussi des considérations déjà un peu plus large de santé publique qui entre en jeu, donc politique, donc également économique, etc. Donc il faut pas se leurrer. Par exemple, quand on voit que l'armée décide de s'emparer de stocks de chloroquine de manière préventive, on peut se dire, au vu des données scientifiques, c'est débile. On peut aussi se dire que d'un point de vue stratégique, c'est peut-être pas si débile. Enfin, voilà, donc ce sont pas des questions simples. Donc, à mon avis, il ne faut pas tomber non plus dans l'illusion qu'à partir du moment où on a décrit l'état de l'art des connaissances scientifiques consensuelles, on a épuisé le sujet. Pas du tout. On commence juste à le traiter, en fait. Pour ce qui concerne les études menées en Occident, il faut savoir aussi que pour beaucoup de médicaments qui sont commercialisés, où les fabricants très clairement ciblent les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays riches, les essais ont été menés en Afrique et dans les pays en développement. Donc, il y a des deux qui sont là par rapport à... et c'est évident que ça a été décrit de manière admirable, par exemple dans le roman de John le Carré, La constance du jardinier. C'est évident que dans beaucoup de cas de figure, les pays en voie de développement sont une aubaine en fait pour les
pour les fabricants, parce que pour les populations locales, elles ont l'impression que comme ça, elles accèdent en fait à certains traitements en participant à ces essais. Et puis, de l'autre, on peut dire qu'il n'y a pas les mêmes précautions en termes d'éthique qui sont prises en fait aussi. Ça, c'est vrai que c'est un problème général. Je dirais qu'il s'agit de confronter finalement des autorités, à mon sens, que lorsque des autorités imposent des mesures en fait, à des populations ou les recommandent en fait, de manière très forte, elles doivent une explication aux populations. C'est-à-dire qu'elles doivent leur expliquer sur quoi s'appuie leur analyse. Et si elles ne le font pas spontanément, ce qu'elles font d'ailleurs rarement, c'est aux journalistes de leur demander des comptes à ce sujet-là, de demander des explications, de demander de voir les preuves sur lesquelles elles s'appuient et aussi qu'elles fassent la part des choses entre ce qui est, comme disait Yvan, une décision qui est politique et autrement, ce qui est une décision où on dit c'est fondé sur la science. Mais de dire les experts le recommandent, par exemple, ça vaut rien du tout. L'avis d'experts, dont la pyramide des preuves que je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout en bas, c'est au stade où on a 0 preuve. Donc, les autorités vous doivent plus que ça, les gouvernements vous doivent plus que ça. Et ce sont des renseignements qu'il faut demander. À mon sens, les populations y ont droit. Alors, on va encore prendre 2 questions. Ça marche. Et ça n'a pas manqué, il y a des questions sur le professeur Didier Raoult. Que pensez-vous des études publiées par Didier Raoult et ses équipes sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine et pourquoi, pourquoi quelqu'un demande pourquoi c'est idiot un article du genre pour ou contre Raoult? Est-ce que vous avez commencé? Ok. Alors c'est idiot, c'est mon point de vue, on ne peut pas être d'accord. Hein. Pour moi, disons que c'est franchement pas la question la plus pertinente du point de vue des sujets qui nous occupent en tant que société, quoi. Voilà. Après, on peut toujours se faire un avis sur le professeur Raoult, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'avais discuté avec lui en tout début d'épidémie, ça n'avait pas encore débarqué chez nous, et clairement, il avait pris le parti de minimiser, de dire que ça n'allait pas plus que les accidents de trottinette, que ça n'allait jamais débarquer parce que les maladies virales sont des maladies d'écosystème, etc., etc. Bon, je pense qu'il a été quand même pas mal démenti par les faits. Ensuite, ça n'en fait ni un monstre, ni... voilà, il faut pouvoir admettre aussi une certaine forme de dissensus au sein de l'espace public. Moi, ce que je pense alors je ne suis pas la meilleure personne pour évaluer la littérature sur l'hydroxychloroquine. Hein. Moi, ce qui me semble se dessiner, c'est que pour l'instant, on n'a pas des résultats ouf, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même eu là une publi il n'y a pas longtemps qui montre que si on commence à forcer les doses, on a carrément de la mortalité en plus. Donc, il faut être vraiment très, très prudent par rapport à ça. Le principe éthique de base en médecine, c'est quand même le primum non nocere, hein, c'est ne pas nuire. Hein. Et c'est un risque qui est réel, en fait. On a souvent tendance à le sous-estimer en tant que patient en disant, bon, allez, vaut mieux ça que rien, finalement. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi... C'est clairement quelqu'un, c'est un chercheur qui est très reconnu, qui est très compétent dans son champ en microbiologie. Est-ce qu'il est autant sur la méthodologie clinique, sur la santé publique? On peut avoir des doutes. Moi, j'en ai. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Raoult? À mon avis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a vu que ça avait retenti, alors, non seulement au sein de la population générale, mais aussi chez certains médecins. Il y a des médecins, même pas mal de médecins, qui disent bah oui, mais moi déjà, je le respecte en tant que chercheur, bah oui, ok, c'est légitime, c'est clair. 2, moi je suis confronté à des patients tous les jours, et parfois, être capable de proposer quelque chose, ça a une valeur. Alors c'est difficile à quantifier, c'est difficile à mesurer, mais ça a une valeur en tant que clinicien. Bon, je ne peux pas entendre ça. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Après, il faut aussi faire confiance. Parce que ce qui se passe en fait concrètement en l'état, c'est qu'on l'utilise un peu au feeling. Enfin, les cliniciens l'utilisent un peu au feeling. En Suisse, c'est utilisé, en France aussi, etc. Ils se fondent sur leur expertise, leur sens clinique. Bon, c'est en situation d'absence de données, c'est encore ce qu'on peut faire de mieux, quoi. À partir du moment où on aura des données fermes, et là, normalement, ça ne devrait plus trop tarder, je pense, hein, une histoire de semaines, quoi. Là, ça sera autre chose. Et peut-être juste, c'est vraiment la toute dernière qu'on a, c'est faut-il suivre les études médicales et la recherche médicale chinoise? Alors, si vous y arrivez, vous êtes fort, parce que, en fait, ce qui se dessine, c'est qu'il y a des publications chinoises, évidemment, hein, et elles sont suivies. Moi, ce qui me fascine un peu, c'est qu'à chaque fois que je me demande à un chercheur
Un médecin, est-ce qu'il a discuté avec des homologues chinois? Est-ce qu'il a des rapports directs avec des homologues chinois, etc. La réponse est non. Il y a une forme de blackout. On sent bien qu'il y a un contrôle très strict et centralisé des informations du côté de la Chine. Et il y a aussi des raisons culturelles qui font que les informations ne passent pas au passage. Voilà, donc oui, évidemment, il faut suivre ce que font les Chinois. Après, les Chinois, si on peut, quoi. Après, les Chinois, il y a aussi plein de trucs qu'ils avaient soit pas vus, soit pas vraiment dit. Hein. Le fait que la maladie soit en 2 phases, avec une phase plutôt virologique, une phase immunologique, ils ont été plutôt discrets là-dessus. L'aspect vascularite, etc., également, et ça n'avait pas été trop évoqué. Donc, ils sont probablement très bons en virologie. Est-ce qu'ils l'ont été autant dans d'autres champs disciplinaires? Je ne sais pas. Catherine, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste dire par rapport à ce qui est la façon dont la figure de Didier Raoult est traitée dans les médias. Je pense que c'est je salue toute volonté d'analyser de manière rigoureuse des travaux lorsqu'ils sortent, surtout en fait quand ils sont assortis de promesses et que ça se passe dans un contexte de crise aussi tendu que celui qu'on vit actuellement. Donc je pense que c'est très important de scruter ces publications avec beaucoup de vigilance. J'appelle de mes voeux la même vigilance lorsque ce sont des études qui sont produites par des grosses pharma comme Roche, comme Merck, comme Sanofi. Et là, je me rends compte en fait que il y a, comment dire, en fait, il y a beaucoup moins d'acharnement à vouloir imposer la bonne science en fait quand on est face justement à ces acteurs majeurs du paysage de la santé. Donc, il faut éviter le 2 poids 2 mesures. Je pense qu'effectivement, ça sert à rien de diaboliser la figure de quelqu'un comme le professeur Raoult. J'appelle de mes voeux la même diligence lorsqu'il s'agit d'analyser justement des annonces comme celle qui nous a été faite hier sur cet anticorps monoclonal, etc. On est beaucoup fixé sur la chloroquine. Raoult est devenu un espèce d'épouvantail comme ça de la bad science, de la science mal faite. Il faut savoir que de la science mal faite, actuellement, ils s'en fait beaucoup et partout. Donc, en fait, il faut être vigilant de tous les côtés. Très bien. Juste peut-être pour terminer, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Et il y a un enjeu qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué, et ce serait dommage de le passer sous silence, c'est la recherche est un monde extrêmement compétitif. C'est une jungle et toutes les équipes de recherche du monde se battent en ce moment pour être les premiers à publier des résultats significatifs, sinon signifiants, sur Covid. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand la PHP décide de faire son annonce sur les résultats du tocilizumab, alors il y a clairement un aspect éthique, ça, on peut tout à fait être d'accord, mais enfin, ce n'est pas non plus seulement pour l'aspect éthique. On va voir Martin Hirsch, directeur général de la PHP, qui participe à la réunion, qui félicite la recherche française toutes les 3 minutes. Oui, donc ces enjeux-là ont tendance à se télescoper. Hein. Il faut en avoir conscience. Absolument. Très bien, Hubert. Je crois que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils qui sont vraiment très utiles pour nous. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, journalistes qui n'y connaissons pas grand-chose. Et surtout pour les personnes, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'inquiétaient d'avoir raté le début du webinaire. Je vais l'envoyer à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient inscrites par mail dès qu'il est en ligne. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et puis à la prochaine pour un prochain webinaire. Peut-être sur le sujet. Pour l'instant, il n'y en a pas encore de prévu, mais je vous informerai au plus vite quand il y en aura. Voilà, merci encore. Hein. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.